Cette émission est une présentation du Centre de jardinage Canadian Tire. Que vous soyez novice ou passionné au pouce vert, vous trouverez une sélection de plantes qui conviennent à nos conditions climatiques. Chez Canadian Tire. Pour cette deuxième émission de Secrets de jardinage, Gérard Desmarais fleurit le cimetière des Frères du Sacré-Cœur. Yves Auger parcourt la campagne à la recherche de variétés ancestrales de pommes. Nous visitons les 13 plates-bandes du boulevard Labbé. Et tout d'abord, Julie cultive les choux sous un rideau. Nos potagers subissent des attaques de maladies, des attaques d'insectes. Julie Graham, étudiante en agriculture biologique au Cégep de Victoriaville, nous donne des trucs pour déjouer les insectes qui aiment nos choux. Bonjour Julie! Bonjour! Alors, tu cultives des choux cet été au jardin du Cégep de Victoriaville. Oui. Comment ça a commencé ta production? Ça commence l'hiver à l'école? Oui, on commence nos transplants de choux vers mi-avril, puis ça continue tout le printemps en fait. Puis on sème nos choux dans des caissettes, puis on les garde dans serre pendant à peu près 5 semaines avant de venir les transplanter au champ. Comment tu as fait le choix de tes variétés de choux, de tes cultivars de choux? J'ai regardé beaucoup des catalogues de semenciers. Il y a plusieurs semenciers qui spécialisent dans les semences de patrimoine ou biologiques, des semences biologiques. Puis il y a vraiment une grande variété dans les choux pommés. On peut avoir de tous les calibres, de différentes conservations, de durée de croissance, des goûts, des usages différents. Alors c'est vraiment intéressant parce qu'il y a de toutes les sortes. Quelles caractéristiques tu as recherchées pour ta production? Ici, à la ferme école, on recherche surtout des choux d'été. Alors, de courts jours à maturité, un court nombre de jours à maturité. Et en fait, on vend un peu des choux standards, ce que les clients vont aimer, la plupart du monde vont aimer. Alors, c'est des choux verts, puis ronds, de forme normale. Puis c'est ça, des choux d'été pendant qu'on est à la ferme école. Quels sont les insectes qu'on retrouve sur les choux? Un qui attaque beaucoup les choux qui sont implantés plus tôt en saison, c'est la mouche du chou. De la chou. Du chou. Du chou. Mais si on les implante comme après la mi-juin, normalement la grosse ponte est déjà finie. Alors ça, c'est comme un peu, on s'en débarrasse naturellement. Puis l'autre problème qui est vraiment commun dans les choux, c'est des papillons. Alors, la famille des lépidoptères, en fait, il y a 3 papillons qui vont pondre leurs œufs sur les choux, puis ça va faire des chenilles. Alors, il y a le piré du chou, il y a la fausse arpenteuse du chou, puis il y a la fausse teigne. Les 3 papillons vont avoir entre 1 et 4 générations par été. Alors, ils vont revenir assez souvent. Puis si on n'enlève pas les chenilles, ils vont devenir des papillons, puis eux, ils vont repondre. Alors, ça peut être... puis dans le fond, les dommages de ces 3 chenilles-là, c'est exactement la même. Vous avez sûrement vu déjà, ils vont creuser des trous dans les feuilles. Ils vont manger les feuilles. Ils peuvent se rendre jusqu'au cœur du chou. Et c'est ça, et ça laisse des excréments, puis d'autres choses, c'est pas très agréable. OK. Alors ici au jardin, comment vous faites pour contrôler ces insectes-là? Bien, comme vous pouvez voir en arrière de nous, on utilise une technique d'exclusion. Alors notre objectif, en fait, c'est d'éviter que les papillons puissent atterrir et pondre leurs œufs sur les choux. Alors, on utilise des bâches très légers qui laissent passer le soleil et la pluie. Et
les papillons ne peuvent pas arriver... Sur les plants. Oui, c'est ça. À quel moment vous les installez? On les installe le moment qu'on les transplante et on les enlève à la récolte. Donc, ils sont couverts de bâches tout l'été. C'est le truc magique. C'est ça, oui. Puis tout simplement, on enlève les bâches de temps en temps pour sarcler. Ah oui? Parce que les mauvaises herbes poussent encore, même si on ne les voit pas. Oui. Mais on va juste enlever la bâche, faire nos opérations, soit fertiliser, sarcler, ou des fois on peut appliquer du bord aussi sur les choux pommés. Puis aussitôt qu'on a fini, on veut remettre la bâche. OK. Et tu as un truc à nous donner si on veut faire la même chose à la maison? Oui, à la maison, sur une plus petite échelle. Souvent, on peut trouver des rideaux dans les friperies ou les ventes de garage qui sont dans un genre de matériau qui va laisser passer la pluie et le soleil aussi. Et j'ai un exemple ici, c'est très léger. Puis ça fait un excellent job dans le potager. OK. Alors, on met notre rideau. Comment on le fait tenir? Avec des petits roches ou peu importe. Des briques? Oui, c'est ça, Okay. de n'importe quelle façon. OK. Le cimetière des Frères du Sacré-Cœur à Victoriaville est particulièrement joli. C'est l'œuvre du frère Gérard Desmarais qui le fleurit depuis une dizaine d'années. Bonjour, frère Desmarais. Bonjour. Nous allons faire ensemble un brin d'histoire. Depuis quand est arrivée la communauté à Victoriaville? La communauté est arrivée en 1872 avec 3 frères du Sacré-Cœur qui venaient des États-Unis. Et 3 ans après, c'est là que le cimetière a commencé. Oui, les frères en 1875. Parce que oui, en 1875. Et alors, dans ce temps-là, les frères n'avaient pas tout ce terrain qu'on avait après. Ils ont acheté une partie ici, là, et c'est ici, dans ce coin-là, que le cimetière a commencé, en 1875. Et la première tombe qui a été installée? La première tombe, ça date de 1882. Le frère Philémon Tardif. Ah, vous voyez. On va faire les autres grandes étapes du cimetière. Donc, en 1907, qu'est-ce qui arrive? 1907, il y a eu un premier agrandissement. En haut, ici, ça allait à partir du milieu où est la première tombe. Ils ont agrandi jusqu'au gazon, à peu près, là. OK. Alors, ça faisait un carreau, là. OK. Vers le boulevard Boisfranc aujourd'hui. Oui. OK. Oui. 1920? En 1920, ils ont continué l'agrandissement. Alors, ils ont élargi en achetant encore une partie de terrain par là. Et puis, un peu plus tard, il y a eu encore d'autres agrandissements. OK. Le cimetière était simplement en haut, hein? Il était clôturé. La partie du haut, là, il était clôturé, ça ne venait pas jusque-là. Là. Ça pouvait aller à peu près jusqu'ici. Et il y avait une clôture tout autour, OK. Une clôture en bois. Puis c'était vers ces années-là aussi qu'ils ont installé les tombes en ciment, qui ont mis le ciment au-dessus des tombes? Comme ceci, là, qu'on voit. Les là, rectangles? Le ciment et les croix, ça a été fait un peu plus tard, dans les années 46, je pense, hein? Dans les années 46, oui. Alors, dans la partie qu'on avait, là. OK. Ouais. C'est des croix de fonte. Pourquoi le choix de la fonte? Parce qu'il y avait des fonderies pas loin d'ici, là, comme Plessisville avait une fonderie, puis il y en avait quelques autres, là. Alors, c'est peut-être pour ça que les premiers frères ont décidé que ça soit fait avec de la fonte. OK. Et depuis, il y a 4 ans, j'ai commencé à les nettoyer parce qu'elles étaient pas mal rouillées. Hein? Et le nom des frères était écrit sur la croix même. Alors, le nom était écrit sur la croix. Alors, ce qu'on a fait, nous, on a fait faire des plaques pour avoir des noms plus clairs parce que c'était rouillé pas mal. OK. On va parler de l'aménagement comme tel du cimetière. Donc, vous êtes le frère jardinier puis vous partez vous-même vos plans. Oui. À quel moment vous faites vos semis? Les semis, je fais ça autour de la fête de Saint-Joseph, comme c'est la coutume. Qui est le 19 mars? Oui, dans le courant du mois de mars. OK. Et puis,
Une vingtaine de jours après, les petits plants là, dans les semis sont prêts à transplanter. Je les transplante dans les petits bocaux, là, un par un. Alors ça, pour les semer, je ramasse les graines l'automne. L'automne, quand les fleurs sont terminées, je ramasse les graines et puis c'est ça, ces graines-là d'une année à l'autre que je prends. À un moment donné, nous avions une serre. On faisait ça dans la serre. Maintenant, je suis obligé de faire ça dans la maison, là, où il y a des fenêtres. Devant les grandes fenêtres. Oui. C'est impressionnant. Vous avez des excellents résultats. Vous partez combien de plants? Cette année, j'en avais environ 700. 700? Autour de 700, oui. Puis, nommez-nous les variétés que vous produisez. Bien, on a des sauges rouges, des zinnias, des célosies de différentes couleurs, hein? Oui. Et des œillets d'Inde. À part de ça, c'est ça. C'est les couleurs qui varient ensuite, là. Comme les zinnias, j'ai 3 couleurs. Les sauges, j'en ai seulement une. Les sauges rouges, c'est des grandes tiges. Avec des clochettes. Et puis, À quel moment vous les installez au cimetière? au cimetière, jamais avant le début du mois de juin. OK. Ça Avez-vous dépend peur des lunes aussi. Oui, hein. vous avez peur des gelées? Oui, oui. OK. Puis, il y a un design particulier pour le cimetière. C'est quoi votre organisation? Vous Pour- voulez dire pour la plantation? Pour le design, pour l'organisation en ligne que vous faites? Ah, comme ça, là? Oui, des belles diagonales. Oui, j'essaie de... Ça varie d'ailleurs, hein? Je n'ai pas toujours fait comme ça. Là. Des années, je les mets en ligne comme ça, la même sorte. D'autres années, je les mélange. Une année, j'avais même, quand on avait le bas, j'avais même fait une grande croix dans le cimetière OK. avec 2 rangées OK. au milieu du cimetière. OK. Une grande croix, puis toutes les mêmes fleurs. OK. Expliquez-nous pour chaque tombe, c'est quoi comment vous installez? Là? Vous avez un mélange de vivaces puis d'annuelles. Fait Les que- vivaces demeurent en place. OK. Donc, elle est près de la croix. Près de la croix, là, et puis les vivaces, c'est la même chose. là. C'est aligné pas mal. Pouvez-vous nous les Dans ce nommer, sens-là. vos vivaces que vous avez choisis? Moi, je les appelle celles-là, là, les Della del Oro. Des C'est émérocales. Stella del Oro, des émérocales. oui. Une sorte d'émérocale. Puis les autres, c'est des Hosta. Hosta. Oui. Oui. Ouais. Il y a différentes espèces d'Hosta. Hein. J'en ai sur 3 sortes à peu près. Oui. Puis c'est quoi les interventions que vous faites à l'automne pour fermer votre jardin? Alors, à l'automne, ça va à peu près... je laisse l'automne allonger le plus possible. Là. Puis, les vivaces finissent un peu avant les annuelles. Oui. Les vivaces, quand elles sont à peu près séchées, là, je les coupe avec une cisaille et puis j'enlève les feuilles. Alors là, il reste juste les racines. Et puis là, ils sont rendus trop gros. Là. L'automne, là, quand c'est trop gros, je les divise. OK. Je les divise sur place. J'en enlève à chacun. Oui. Puis vos annuelles, les laissez-vous mourir là ou vous les enlevez dès l'automne? Ouais, je les laisse un peu mûrir pour ramasser les graines. Oui. Et puis ensuite, je les arrache, je les jette. Ouais. Le restant, là. Je garde mes graines en les identifiant. Là. Oui. La couleur, puis la sorte. Bien, c'est un très beau coup d'œil pour les promeneurs qui viennent dans le parc du Boisé des Frères. Merci beaucoup, frère Desmarais, pour ce que vous faites pour nos yeux. Ça me fait plaisir. On le surnomme le gardien de la biodiversité. Yves Auger a parcouru les chemins Craig et Gosford dans les bois francs à la recherche de variétés ancestrales d'arbres fruitiers. Aujourd'hui, il est enseignant en culture fruitière au Cégep de Victoriaville et chargé de projet dans l'équipe du Centre de recherche en agriculture biologique du Cégep de Victoriaville. Il nous raconte son histoire. Bonjour Yves. Bonjour. Comment tout a commencé? Tout a commencé par l'amour des pommes au départ. Il faut aimer manger des pommes. Mais c'est bien sûr que dans les variétés que moi je reproduisais en pépinière, j'avais toujours la partie de variétés que je trouvais dans les Appalaches, à me promener les fins de semaine, comme hobby, de découvrir des variétés à potentiel commercial ou intéressant pour le jardinier amateur, soit pour ses saveurs, soit pour
son goût sucré, ces choses-là, oui. Parce qu'il faut dire que le Craig puis Gosford ont été colonisés par des immigrants qui venaient de quel pays? Bien, beaucoup de l'Écosse. Et beaucoup dans les Écossais étaient quand même un peu plus des gens comment on va dire, avaient un peu plus de sous pour implanter des variétés qui venaient même de l'Écosse, que j'ai pu Qui découvrir. transportaient avec eux? Oui, en bateau même. Donc, il y avait soit des semis de pépins, un peu comme faisaient ici les paysans, semaient des pépins de pommes ou transplantaient des pommiers et finalement les approchaient de leur maison. Mais au départ, il faut dire qu'il n'y en avait pas de pommiers à l'origine au Québec. Donc, il a fallu qu'il y ait des gens qui amènent. Donc, moi, c'était de retracer ces variétés-là, dans le sens que, oui, pour le génétique, pour la biodiversité, mais dans le génétique, il y a la rusticité. C'était le grand point qui passe sous notre climat. Si on veut planter un pommier, un exemple à Amos, en Abitibi, bien, Macintosh, il ne tolérera pas ce foie-là, il va geler. Donc, ces variétés-là, vu qu'ils poussaient sur des sommets de montagne, à des endroits au vent, si on passait des centaines d'années à pousser là, bien, Ils vont il y a un continuer de génétique, faire. oui, à ce niveau-là. Ensuite, il y a les saveurs, les couleurs intéressantes aussi, là. Donc, je savais qu'il y avait déjà des variétés de pommes, comme la pomme pêche, les pommes framboises, les pommes aussi, genre duchesse, des anciennes variétés qui étaient au Québec. Mais en faisant de l'histoire des variétés de la route Craig et en cherchant les variétés puis en jasant avec les gens comme ça, c'est là que tu réussis à découvrir, ou soit par l'Internet, à poser des questions en Écosse même. Donc, tu avais un truc pour les retrouver au printemps. Donc, tu prenais ta voiture les beaux dimanches après-midi et là, Ouais. tu cherchais des pommiers. Comment tu t'y prenais? Bien, l'automne, parce que les pommes sont l'automne. Pour les pommes hâtives, bien, je vais dans le début de l'automne. Mais pour les tardives, qui sont rares, exceptionnelles et qui pourraient avoir des variétés comme croquantes et résistantes à la tablure, eh bien là, c'était de découvrir ces pommes uniques-là qui sont résistantes à la tablure. Un exemple, j'arrivais à des endroits où tu vas avoir un chemin, le chemin est étroit, tu vois une source d'eau. S'il y a une source d'eau, potentiellement, il y avait une maison. Et des fois, la maison n'est même plus là, c'est juste la forme du terrain et puis une talle de lilas. Et puis, tu vois des pommiers à côté, pas loin. Donc là, c'est une ancienne colonie. Puis là, quand tu vois que c'est des familles comme McKillop, Wright, des familles, des terrains, parce que je prends l'information avant, demande les autorisations, et que tu vois les pommes sont toutes tavelées à côté d'un pommier au centre qui, lui, n'a pas de tache. Tu dis, lui, il est résistant, il est exposé et il n'a pas. Donc là, j'ai un sujet qui se démarque des autres. C'est sûr, je ne ramasse pas toutes les variétés, mais celle-là, je vais la prioriser. Je vais prendre une photo et à ce moment-là, la goûter et tout ça. Et là, à ce moment-là, je vais revenir en mars dans le but de le tailler pour avoir des régénérations, des réitérations, pour le multiplier. Donc, c'est comme ça qu'on fait la recherche. C'est un peu long, là, Puis, mais on fait des belles découvertes des fois. il est arrivé que tu n'avais carrément pas de nom pour la variété, puis tu en as prénommé. Bien, comme je viens d'en nommer une, là, comme McKillop, je savais que c'était les colonies écossaises des McKillop. Et c'est un rang que de McKillop. Donc, Tari, c'est McKillop Sud ou McKillop Nord. Donc, ils ont pris vraiment une bonne partie de ce secteur montagneux. Et donc, là, je nomme le nom par la famille. Donc, c'est une façon plutôt qu'un numéro, j'aime mieux un nom. Puis, il y a des gens qui ont cru à ta passion, qui ont cru à ton travail de sauvegarder la biodiversité. Ça fait même l'objet de recherche aujourd'hui. Oui, bien, le coordonnateur du CETAB, Serge Préfontaine, à un moment donné, j'étais dans son bureau, puis il dit « Il y a quelque chose à faire avec ce que tu as fait comme variété, puis je pense qu'on pourrait faire finalement des vérifications sur les 80 variétés que tu as trouvées. Il y en a sûrement qui sont intéressantes en échangeant. » Je dis « Oui, bien sûr. » Fait que c'est comme ça, puis on en a finalement ciblé 5. Et sur les 5, il y en a une qui s'est démarquée par rapport à sa saveur, par rapport à des tests gustatifs et tout ça. Oui, je ne pensais pas que ça se rendrait à ça. Okay. On parle des années 80, 85, 86, mes débuts de recherche. Et puis, ça, c'est plutôt dans 2010. Alors, nomme-nous-la pour qu'on la recherche, pour la demande d'un comptoir de fruits. Ah, quand elle va être sur le comptoir, c'est la rubis. La rubis. Oui. Alors, félicitations pour ton travail, Yves. Puis, Merci. La bonne nouvelle, c'est que ces variétés-là sont vendues dans des pépinières très spécialisées. Donc, Ouais. comme citoyen ou comme jardinier, si on veut participer à la conservation, on peut le faire. C'est ça. Ben oui, parce que sont maintenant, peut-être pas la rubis parce que le bois est comme limité, mais il y a d'autres variétés ancestrales. Mais celle-là, oui, si vous voulez, comme dans peut-être, moi je dirais 2-3 ans, là, elle va être disponible parce que là, on l'a multiplié pour l'implanter dans un verger ici de recherche, hein, avec d'autres variétés commerciales comme Honey Crips
Red Free. OK, fait que c'est pour ça. Merci beaucoup, Yves. C'était une belle rencontre. Plaisir. Les citoyens fleurissent leur cours. La ville de Victoriaville fleurit ses espaces publics. Les employés du service de l'environnement font des aménagements qui peuvent nous inspirer. Hélène Plante nous présente un aménagement sans pelouse. Bonjour Hélène. Bonjour Guylaine. Décris l'endroit où nous nous trouvons présentement. On se retrouve sur le boulevard Labbé, au milieu du terre-plein qui a été fait en 2013, qui était monté. Pourquoi le choix de l'aménager sans pelouse? Bien, il y avait une question au niveau sécurité, il y avait une question au niveau entretien, on voulait minimiser les interventions au niveau du terre-plein parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même 13 terre-pleins qui demandent et venir faire la pelouse ici, c'était pas nécessairement évident. Au début, quand le mandat est arrivé au service de l'environnement, c'est sûr qu'on pensait, on avait un budget pour mettre de la tour, mais là, on s'est dit non, le service de l'environnement, on veut toujours un aménagement durable, puis on sait que de la pelouse, présentement, ça demande beaucoup au niveau d'eau, puis au niveau de la tonte. Ça demande toujours un entretien à toutes les semaines là, ou aux 2 semaines que la pelouse doit être faite. Alors, on voulait minimiser ça au niveau des gaz à effet de serre, au niveau de tout. Alors, on s'est penché sur la question. Au début, on s'est dit on va faire une pelouse avec entretien, avec moins d'entretien, qui se trouve être plus d'insérer du trèfle, d'insérer du lortier. Tout, c'était ma première idée, c'était plus un mélange de lortier, du trèfle et quelques graminées. Mais par la suite, on s'est dit, bien là, il va falloir quand même venir faire au moins 3 à 4 fois la tonde. Et aussi au niveau des arbres, pour protéger les arbres, parce que souvent quand on tourne avec la tondeuse, on se toujours à briser un peu nos arbres. On fait toujours attention, mais ils sont plus à risque. Alors on s'est dit, bon, OK, non, on a mis un peu de côté ça. Après ça, on s'est dit, on voulait avoir un petit peu plus fleuri. Alors on s'est dit, on va aller avec un pré-fleuri, tout. Et là, moi, je me suis mis à calculer, mais là, ça fait beaucoup de petites plantes à planter au niveau de la plantation. Tout, ça aurait demandé beaucoup au niveau de la plantation, tout. Alors, on s'est dit, bon, OK, c'est peut-être pas l'idéal. Et là, on est arrivé avec le concept qu'on voit présentement, avec plus des arbustes. Il y a moins de plantes qu'il faut planter. Alors, c'était plus des arbustes avec... c'est ça, c'était plus un choix d'arbustes. OK. Parlons des plantes. Chaque section de la plate-bande, décris-nous la plante que tu as choisie, puis ses caractéristiques. Bien, c'est sûr que je suis à l'environnement, donc je tenais à avoir des plantes indigènes. Donc, il fallait que je trouve des plantes qui sont indigènes. C'était mon premier choix. J'aurais aimé mettre que des plantes indigènes, mais avec la recherche, tout, parce que quand même, des conditions, on est au milieu du terre-plein Labbé. Il va y avoir du sel. Il y a du sel qui est étendu. Il y a quand même... il faut qu'il soit... Au niveau de l'eau, c'est quand même... il n'y a pas beaucoup d'eau, tu sais. Ils sont quand même demandés à des conditions assez sévères. Donc, j'ai dit, bon, OK. Donc, j'ai pris les critères de chacune des plantes qui ont été installées. Et dans les plantes indigènes, il y avait la plante Elymus, qui, elle, c'est une plante qui est une graminée qui attire très bien le sel, qu'on la retrouve sur le bord du fleuve, dans Charlevoix, sur le bord de notre fleuve, et qui est dans le milieu salin, tout en plein centre. Okay. Donc, elle était tout à fait appropriée. Puis, je l'avais vue aussi dans d'autres municipalités qui l'utilisaient beaucoup dans des terre-pleins puis qui restait très belle tout l'été. Alors, c'était un de mes premiers choix. Le deuxième choix, bien, ce fut la Dière Villa, l'unicera, qui, elle, est encore une plante indigène, qui, elle était plus pour son feuillage que je l'ai choisie, parce qu'elle avait un feuillage plus cuivré que sa fleur. Et par la suite, au niveau, après ça, bien, je suis allée avec il y avait ces deux plantes-là. Puis il y a une troisième plante aussi qui est
l'hypericune, qui est une plante aussi indigène, que j'ai aussi, qu'elle est plus une plante plus de forme ronde avec une petite fleur jaune. OK. Alors, elle, je la trouvais intéressante et tout. Pour les plantes indigènes, ce fut ces 3 plantes-là que j'ai pu insérer dans les plates-bandes. Tu as intégré la couleur par les plantes plus ornementales, les arbustes ornementales? Au niveau de la floraison aussi. OK. Plus au niveau de la floraison, parce que les plantes horticoles fleurissent un petit peu plus. Si je prends l'hémérocalyce, elle fleurit tout l'été. Celle que j'ai choisie, c'était vraiment l'hémérocalyce que tout le monde connaît, l'hémérocaille Stella oro, qui est une hémérocale qu'on la revoit, une petite plante qui est basse, qui est à fleurs jaunes, tout. La potentille aussi, qui, elle, fleurit tout l'été, qui n'est pas d'entretien, qui n'est pas maladive, qui est résistante aux conditions urbaines, tout. Et il y avait les spirées. Les spirées, ce sont toujours des beaux classiques qui permettent de faire des belles lignes sur le long des... Tu sais, quand on veut faire une belle ligne de coloration, la spirée Gold Flame, elle est très, très belle. Elle vient très orangée au début du printemps quand son feuillage pousse. Et là, par la suite, elle fait une floraison rose qui est intéressante. Quelle application tu vois dans les terrains des citoyens? Est-ce que ce que tu proposes est applicable à la maison? Oui, c'est plus que les gens vont diminuer leur espace de pelouse, qui est... c'est sûr que la pelouse, on voit toujours la pelouse un peu plus standard ou une pelouse plus à entretien, un peu moins d'entretien. Ce serait intéressant de l'insérer de plus en plus chez les citoyens. Oui, ce type d'aménagement-là, dans des endroits un petit peu plus où c'est plus difficile de faire la pelouse qu'un talus ou que, tu sais, que les gens... un raccoin pourrait être aussi bien un endroit qu'ils pourraient faire plus de massif. Oui, j'encourage les gens à répéter. Oui, ça peut compléter, là, c'est plus joli, oui. Bien, au nom des citoyens de Victoriaville, merci de fleurir notre ville si bien. Merci pour cette entrevue. Bien, merci. On voit que la ville de Victoriaville fait une belle place aux plantes indigènes dans ses aménagements. La semaine prochaine, Julie et David jardinent chez Madame Carrier. Cette émission était une présentation du centre de jardinage Canadian Tire, où vous trouverez les outils pour transformer votre cour et votre jardin. Gants, équipements de protection, matériel à moteur pour les projets, paillis, accessoires pour embellir votre cour.